Bonjour à toutes et à tous. Alors déjà, merci de vous être inscrite à ce webinaire sur l'auto-rénovation accompagnée. Nous sommes en présence de Marie Dagoré et je suis Maureen Queberlé de l'association Envirobat Grand Est. Je rappelle que le webinaire est enregistré. Il faudra éteindre vos micros et caméras et vous pouvez poser vos questions dans le chat. Alors tout d'abord, j'aimerais vous présenter notre association. Envirobat Grand Est est un centre de ressources pour l'aménagement et les bâtiments durables dans le Grand Est. Notre mission est de contribuer au développement soutenable de notre société en accompagnant l'évolution des pratiques des professionnels de ces secteurs. En lien avec la thématique du jour, l'association vous proposera une après-midi le 9 décembre à Reims avec l'association des idées plein la terre, une initiation à l'ARA sous forme d'atelier. Et nous proposerons en 2025 avec Alter Alsace Énergie une formation à l'ARA pour les professionnels du bâtiment dans le Grand Est. Si vous êtes de Lorraine et de Champagne-Ardenne, je vous invite à adhérer à l'association pour rejoindre notre réseau. Alors, petit rappel de ce qu'est l'ARA. L'ARA est l'acronyme pour Auto-Rénovation Accompagnée. C'est un concept qui se réfère à une réalisation en coopération avec une personne ayant le savoir-faire pour réaliser un lot de travaux et une personne souhaitant réaliser par elle-même, mais ne disposant pas du savoir-faire. Nous avons la chance d'accueillir Marie Dagoré qui va nous parler de la FEDAC, de ses outils à la facilitation à l'ARA et de sa propre pratique. Alors Marie, peux-tu nous dire qui es-tu? Oui, bah bonjour Maureen. J'espère que vous m'entendez tous bien. Je suis moi maître d'œuvre, donc je travaille dans la région nantaise et également dans le sud de Bordeaux. Et en fait, on est sur toute petite structure, un atelier de 3 personnes, 3 maîtres d'œuvre. Et on accompagne les maîtres d'ouvrage dans leurs projets de réhabilitation et particulièrement de réhabilitation à caractère, on va dire, énergétique, si on prend le mot à la mode. Et donc, on va proposer de les amener via leur programme à une réhabilitation qui est très souvent labellisée BBC. Et tu fais aussi partie de la FEDAC. Et voilà. Peux-tu nous présenter la FEDAC? Donc, j'ai rejoint, moi, la FEDAC il y a 5 ans, quasiment. Et la FEDAC, en fait, c'est une association qui existe depuis 2015 et qui s'est créée suite à la parution d'un rapport qu'on appelle le rapport Berrier, qui mettait en avant l'importance de l'accompagnement dans l'autoréhabilitation accompagnée pour permettre, notamment, dans ce rapport, il est dit, d'atteindre certains objectifs en termes de réhabilitation, de rénovation énergétique. C'était dit comme ça. Et donc, l'ARA, donc l'acronyme ARA, Autoréhabilitation Accompagnée, on va dire, été amené à se structurer. En tout cas, c'était ce que préconisait le rapport. Et dans ce cadre-là, la FEDAC s'est créée comme une fédération. Le mot FEDAC vient de fédération, des accompagnateurs à l'autoproduction dans le bâtiment. Donc, le nom réel de la FEDAC, c'est accompagnateur à l'autoproduction, à l'entraide dans le bâtiment. Mais c'est vraiment ça l'idée, c'est que les professionnels puissent trouver un appui ou de l'animation qui leur est consacrée, quoi. Et aujourd'hui, la FEDAC, donc on est sur le territoire complet. C'est une association qui n'est pas territorialisée, hein, c'est national. Et elle rassemble des adhérents qui sont assez divers. Ça va être des artisans, bien sûr, ça va être des concepteurs, donc architectes, maîtres d'œuvre, bureaux d'études, des AMO, donc accompagnement à la maîtrise d'ouvrage, pour le coup, assistance à la maîtrise d'ouvrage, des AMU, un peu, assistance à la maîtrise d'usage. Et puis des intéressés au sujet, donc plutôt intellectuellement, on va dire, là je ressemble là-dedans des philosophes, des sociologues, des personnes qui s'intéressent au sujet pour ce qu'il est, c'est-à-dire l'accompagnement à l'autoproduction d'un individu. Et quels sont les outils mis à disposition par la FEDAC pour permettre ça?
Alors, les outils, le premier outil, on va dire, nous, qu'on utilise globalement, c'est l'animation. C'est-à-dire, on va créer des événements, provoquer des rencontres, travailler en petits groupes pour amener des sujets plus loin. Et donc, on a à ce titre-là organisé la chose de façon. Donc, ça a pris plusieurs formes suivant l'histoire de l'association, mais aujourd'hui, on est amené à faire notamment une grosse rencontre qui a repris euh, la dernière saison, c'était l'année dernière, où on rassemble à Paris. C'était ça l'année dernière. Je pense que ça sera amené à bouger, mais dans un lieu central un grand nombre de personnes qui sont consacrées, enfin, qui sont intéressées à la question. Et on fait aussi des rencontres plus fréquentes, donc plutôt mensuelles. Et le groupe de travail, moi, sur lequel je suis impliquée, notamment, c'est un groupe de travail qui s'adresse aux architectes maîtres d'œuvre, bureaux d'études, plutôt des personnes qui sont sur l'aspect conception et étude des projets. Et puis chantier, mais chantier, on va parler plutôt de coordination dans ces cas-là. Hem et qui se rassemblent tous les mois, en visio et qui travaillent, à élaborer, soit des réponses précises, soit des méthodologies, soit creuser des sujets, soit rencontrer, faire des rencontres avec des personnes, des praticiens, voilà. Et puis il y a aussi, l'animation de certains membres de la FEDAC qui animent des choses, plus formelles, notamment je pense à des formations. Et il y a des formations qui sont proposées par des membres de la FEDAC, qui les animent, pour en apprendre plus sur l'ARA ou sur l'accompagnement à l'autoconstruction aussi, hein, c'est pas forcément de la réhabilitation. Et puis, au-delà de ça, on a eu, il y a quelques années, une activité qui était plus centrée autour de la création d'un outil, qui s'appelle le kit FEDAC. Et cet outil-là, donc je n'aurai pas spécialement le temps de vous le présenter en détail aujourd'hui, mais il est en libre accès sur notre site internet. Donc, le site internet de la FEDAC en soi est un outil aussi, puisqu'on essaye notamment de mettre à disposition de la documentation, des écrits, on va dire des livrables qui peuvent éclairer sur le sujet de l'ARA ou sur les avancées, euh, je pense en termes de cadre, notamment peut-être de l'ARA. Mais il y a aussi ce fameux kit FEDA qui est, lui, un outil à disposition aujourd'hui des artisans, c'est-à-dire qu'il ne s'adresse pas à un autre corps de métier pour l'instant, et qui propose aux artisans qui souhaitent accompagner des maîtres d'ouvrage autoproducteurs une série de documents. Donc, ça va être des chartes de conventionnement, ça va être des devis types, des factures types. Et cet outil, donc, il est aujourd'hui disponible et en fait, il est possible d'organiser. Donc, la FEDAC le fait à l'occasion de demandes qui sont régulières, des sessions où en fait on présente. Le kit, on l'avait sorti à l'époque du Covid. Donc, on avait à ce moment-là pas d'autre moyen de le diffuser que via des webinaires. Et en fait, on a conservé ce moyen-là. Donc, c'est des webinaires organisés à la demande, pendant lequel on présente l'outil pendant 2 heures, 2 heures et demie. Mais voilà, c'est le moyen le plus complet qu'on a aujourd'hui d'accompagner, c'est via les sessions de rencontres ou les groupes de travail, et via le site internet sur lequel sont disponibles des outils. Il faut bien comprendre que la FEDAC, aujourd'hui, c'est une association qui se place vraiment sur une seconde ligne, c'est-à-dire qu'on considère que les adhérents de la FEDAC, les membres de la FEDAC, sont en fait les acteurs premiers, hein. Donc moi, par exemple, je suis adhérente à la FEDAC en tant que maître d'œuvre, et je suis tous les jours confrontée à de l'accompagnement d'autoproducteurs, dans le cadre, moi, de mes projets qui sont des projets de réhabilitation, et avec cette casquette-là de maîtrise d'œuvre. Et que donc la FEDAC, qui, elle, m'accompagne en tant que maître d'œuvre, moi, quand j'ai ma casquette FEDAC, je me considère comme derrière ces acteurs-là. Et donc, je vais avoir plutôt un rôle de soutien ou d'aiguillage s'il y a des questions particulières, ou d'orienter vers la bonne personne, ou de faire remonter des problèmes quand on est amené à être invité ou à être sollicité par d'autres instances. C'est vrai que la FEDAC, elle a vocation à une représentation plus auprès des instances. Euh,
notamment sur des décisions, tu vois, du type commission ou comité de pilotage qui pourrait arriver. On a, par le passé, été amené à siéger pour des discussions qu'organisait l'ADEME, par exemple, ou des études qu'organisait l'ADEME. Et pour revenir sur le kit FEDAC, même si tu ne peux pas nous le présenter en détail, quel était l'objectif de base? Donc, tu nous as dit qu'il concernait essentiellement les artisans. Oui, Est-ce que tu peux nous citer ce qu'il contient et pourquoi vous l'avez conçu? oui. Alors, il est à destination des artisans parce qu'en fait, à l'époque, donc on parle de 2021, il a été publié en 2021, c'est un travail qui a duré 2 ans, 2020-2021. À l'époque, il a été créé parce que c'était la plus grosse demande. C'est-à-dire que les artisans étaient très présents à la FEDAC, les adhérents FEDAC étaient très nombreux, les artisans étaient très nombreux en adhérant FEDAC, et il y avait cette demande-là qui était de dire comment on s'outille pour répondre à un marché quand on est sollicité pour accompagner en tant qu'artisan. Et donc, on a à cette époque-là travaillé avec l'aide d'une juriste pour permettre que des documents types puissent servir au plus grand nombre, qui soient revus, validés d'un point de vue juridique et qu'il n'y ait pas de problème lié à l'usage de ces documents. Donc, notamment, le principal destinataire de ces documents, ça va être le maître d'ouvrage, donc le maître d'ouvrage autoproducteur, qui, lui, va demander une prestation un peu particulière, puisque il demande la participation de l'artisan en tant qu'accompagnateur. Et en fait, il existe des niveaux différents d'engagement et de participation du maître d'ouvrage. Et donc, suivant ces niveaux-là, il peut y avoir vraiment une participation très grande ou au contraire un peu minime. Et donc, on a, dans ces cas-là, besoin de signifier en fait l'engagement du maître d'ouvrage. Et donc, un des documents importants de ce kit, c'est notamment, il s'appelle le contrat de participation du maître d'ouvrage. C'est vraiment ce qui va définir le niveau de participation, le niveau d'engagement sur le projet, donc sur un projet type pour le lot donné du maître d'ouvrage. Un autre document important, c'est les devis, devis type, donc dans lequel il est préféré ce modèle-là par rapport à un devis normal, parce qu'en fait, on va bien distinguer la part de production du maître d'ouvrage. Même chose pour la facture type. Il y a d'autres documents qui sont des documents plus, on va dire, usuels en autoréhabilitation. Enfin, en réhabilitation, on y est très habitué. Ça va être l'attestation CERFA pour l'usage d'une TVA réduite. Voilà, ça, c'est un des documents qu'on trouve aussi dans des marchés classiques. Il y a aussi des guides ou des documents qui sont des documents qu'on peut trouver par ailleurs, qui sont le guide du bénévolat. Donc, comment on organise avec des bénévoles le fonctionnement. Et puis, il y a des courriers aussi. Il y a un courrier notamment qui s'adresse à l'assurance, qui permet de préciser auprès de son assurance, quand on est artisan, que ce chantier-là ferait l'objet d'une participation du maître d'ouvrage. Et donc, à ce titre-là, il est conseillé, en tout cas nous, c'est ce qu'on a retenu de cette session de travail avec la juriste, que l'assurance soit prévenue. Donc, elle ait une information officielle de la part de l'artisan, et que alors, elle l'accepte ou pas dans les cas qui ont été rencontrés. Donc, notamment, le kit, il existe depuis peu de temps, hein, donc il a été utilisé. On a un retour sur le kit qui est assez frais. Et donc, les assurances qui reçoivent ce courrier sont tout à fait libres de refuser de continuer à couvrir l'artisan, mais au moins, elles ont le document, le courrier qui les informe que ce chantier va se tenir, et notamment qu'elles doivent émettre un avis. Elles doivent enfin, revenir vers l'artisan d'une manière ou d'une autre. Et en fait, si on va plus loin, et ceux qui pour l'instant, on n'a pas encore de jurisprudence, mais ceux qui le souhaitent peuvent s'appuyer sur ce courrier. Si l'assurance ne fait pas de refus motivé, c'est-à-dire que si la motivation, enfin le motif du refus n'est pas justifiée, elle peut être poursuivie. Donc, à ce jour, on n'a pas de jurisprudence où une assurance a été poursuivie pour un refus.
Mais c'est ce type de document, ce type de travail qui permettra à l'avenir, si jamais ça se présente et si un artisan ou si plusieurs veulent effectivement engager une action collective comme ça et essayer de faire avancer les choses, c'est ce type de document qu'il faut absolument émettre et c'est ces pièces-là qui seront demandées s'il y a une action en justice. Donc c'est Et, ça en fait le kit FEDAC, c'est un ensemble c'est comme une mallette en fait de documents et qu'il convient d'utiliser si on veut être vraiment au maximum de la couverture possible. et ce kit FEDAC, est-ce qu'il place un cadre d'intervention? Euh, Non, justement, il laisse le cadre très libre. C'est-à-dire que ce n'est pas c'est pas une doctrine et ça n'est pas, euh, oui, ça n'est pas une règle de pratique. C'est pas une règle professionnelle, c'est pas une règle de pratique du tout. C'est vraiment un outil à la disposition des artisans qui permet de continuer à pratiquer comme on le souhaite. mhm, En tout cas, de continuer à dire que si un artisan encadre ou accompagne en faisant uniquement du conseil, eh bien, il peut le faire. Si un artisan souhaite accompagner en laissant une participation du maître d'ouvrage très faible, il peut continuer à le faire, etc., etc. En fait, on continue à suivre le spectre de ce qui est aujourd'hui pratiqué. Donc pour l'instant, le kit, il s'est jamais opposé à une pratique ou à une autre. Il laisse la possibilité à l'artisan de pratiquer comme il le souhaite. Simplement, s'il veut vraiment, en tout cas, avoir cet accompagnement le plus euh, ouvert possible, enfin le plus englobant possible, il peut. C'est-à-dire qu'il peut tout à fait laisser le maître d'ouvrage faire beaucoup, du moment que ça reste écrit, déclaré, enfin, décrit dans le document est déclaré comme tel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de maquillage d'une maîtrise d'œuvre, enfin d'une main-d'œuvre, pardon. Il n'y a pas on va notamment pas expliquer dans le kit des choses que nous, on ne conseille pas du tout, notamment de maquiller certaines heures ou certaines fournitures comme de la main-d'œuvre. Enfin, je sais qu'il y a des pratiques comme ça parce qu'on veut notamment avoir, je sais pas, un document facture type qui laisse pas du tout transparaître la participation du maître d'ouvrage. Ça, nous, on l'encourage pas du tout. Voilà. Donc, on va pas donner de conseils de ce type-là, de comment on maquille ou on travestit un devis ou une facture. Ça, pas du tout. Et justement, quelle est la place du maître d'œuvre dans tout ça, dans ta Alors, situation? ça, c'est une très bonne question. Donc, c'est ce pourquoi le groupe de travail archi maître d'œuvre s'est créé. Donc, c'est un groupe qui est là depuis oui, 2019-2020. Moi, je sais que c'est à ce moment-là que j'ai rejoint la FEDAC et il était, enfin, on est rentré, moi, je suis rentrée à ce moment-là. Donc, c'est une partie de l'activité de la FEDAC qui est assez récente, enfin, depuis l'historique qui est assez récente. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de maîtres d'œuvre, d'architectes, de personnes qui font de la conception ou en tout cas de la maîtrise d'œuvre qui souhaitent accompagner. Et donc, ça, c'est pas forcément quelque chose qui est évident à saisir. En tout cas, d'un point de vue assurantiel, c'est pas du tout évident parce que on est toujours dans le principe du report de la responsabilité sur la personne qui exécute. Dans le cas d'un maître d'ouvrage qui exécute, il n'y a aucune possibilité de report de la responsabilité, en tout cas à ce jour, puisqu'il n'existe pas d'assurance du maître d'ouvrage en lui-même. On assure l'ouvrage, on assure le professionnel, mais on n'assure jamais le maître d'ouvrage en lui-même. On peut, bien sûr, il existe des assurances protection personnelle, on va dire, intégrité physique, corporelle, etc., accident du Individuel maître accident. d'ouvrage, voilà. Mais ça ne protège pas la réalisation du maître d'ouvrage, du tout. Mhm. Et donc, c'est bien ça le problème dans le cas du maître d'œuvre, puisque le maître d'œuvre, lui, il a une assurance, bien sûr, professionnelle décennale, mais qui, elle, part du principe que son métier en tant que concepteur va être assuré, mais la coordination d'un projet qui sera exécuté par d'autres, puisque le maître d'œuvre archi, classiquement, ne réalise pas. Bien sûr, aujourd'hui, il y a des pratiques hybrides de la maîtrise d'œuvre, donc notamment, il y a
des architectes artisans, des personnes qui font à la fois la conception, à la fois la réalisation. Mais en tout cas, dans le cadre classique qui est bien délimité et bien décrit, ça n'existe pas vraiment. Et donc, on n'a pas cette possibilité de report de l'assurance sur quelque chose. Donc aujourd'hui, on n'a pas de possibilité de document qui cadre l'accompagnement d'un maître d'œuvre ou d'un archi sur un chantier d'autoproduction. Donc la pratique, elle existe, elle est enfin, elle n'est pas dissimulée. Il y a moi, maître d'œuvre, je pratique. On est plusieurs, notamment ceux qui sont dans le groupe de travail, mais par ailleurs à pratiquer de l'accompagnement. Et en fait, on le fait en assumant pleinement qu'on prend le risque un jour, si accident, si malfaçon, si etc., que notre garantie professionnelle ne s'applique pas. Et donc, le groupe de travail, aujourd'hui, il discute et il établit déjà enfin, les différentes difficultés, parce que suivant la pratique de chacun, c'est toujours pareil, hein, on est tellement... à la FEDAC, on a pris le parti maintenant d'accompagner sur la grande diversité des pratiques. C'est-à-dire on a, on sera bientôt à même de le publier, etc. Mais on souhaite ne pas segmenter et ne pas décréter qu'une pratique est valable et qu'une autre à côté ne rentre pas dans le cadre, donc ne peut pas être accompagnée, enfin ne peut pas être protégée. Donc maintenant, une fois qu'on est sur ce postulat-là, il faut accompagner la diversité des pratiques. Et donc, la diversité des pratiques nécessite à chaque fois de se poser la question pour chaque cas, comment on travaille et comment on établit un semblant de cadre. Et là, le groupe de travail aujourd'hui, il est plutôt sur euh, le catalogue et l'inventaire de ces pratiques que sur la réponse en termes d'outils et en termes d'accompagnement juridique à ces pratiques. Par contre, on est convié, et on l'a été à plusieurs reprises, en tout cas sur des acteurs divers, mais on est convié à participer à l'élaboration d'outils. Et je pense notamment à des acteurs bien connus des architectes, le Conseil national de l'ordre, qui se pose vraiment la question de construire un produit assurantiel spécifique pour que le maître d'ouvrage accompagné par un maître d'œuvre puisse être, ou un architecte puisse être protégé. Donc ça avance doucement, mais la question du maître d'œuvre et de l'architecte, elle n'est pas résolue encore. Ok. Alors, la question de l'artisan, elle est loin d'être résolue aussi, puisque Mhm. malgré la présence du kit, qui date maintenant de 3 ans, il y a toujours fréquemment des refus d'assurance qui acceptent pas du tout ce principe-là et qui vont émettre un refus, alors motivé ou pas, mais en tout cas, on ne va jamais plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'artisan, d'entreprise qui a dit, bon, allez, ça suffit maintenant, je vais aller plus loin et monter au créneau et voilà, faire jurisprudence pour que ces refus-là ne se produisent plus. Donc la question de l'artisan n'est pas réglée, même avec la présence de kit FEDAC, hein. Il y a encore un peu de travail. Et pour revenir à des exemples de modèles de pratique de maître d'œuvre, si par exemple un artisan travaille avec le kit FEDAC en lien avec son assureur et qui travaille pour le particulier et qu'il n'est pas forcément en lien avec le maître d'œuvre, quelle est la responsabilité du maître d'œuvre? Alors, donc la question, c'est un artisan présent sur le chantier accompagne le maître d'ouvrage C'est ça. et le maître d'ouvrage lui-même a une relation contractuelle, enfin commerciale, avec un maître d'œuvre. Voilà. Comment ça se passe dans ce cas-là? Oui. Ok. Donc, la première partie de la mission, parce que si on parle de mission de maîtrise d'œuvre, moi en tout cas, j'entends la maîtrise d'œuvre comme la mission globale. Donc, on part de la définition du besoin du programme du maître d'ouvrage jusqu'à la livraison de l'ouvrage. Ouais. Il existe bien sûr des missions où on ne fait pas l'intégralité des étapes. Mais dans le cas d'une mission complète, on appelle ça, la première partie de la mission, donc quand je parle de première partie, je parle de conception. On va avoir une petite partie faisabilité ou esquisse ou avant-projet ou études préliminaires. Là, on est en tout cas dans un cadre réglementaire classique. C'est-à-dire qu'on travaille avec un maître d'ouvrage qui entreprend un projet. Les modalités de réalisation du projet, bien sûr qu'il faut qu'elles soient évoquées. Enfin, ça paraît
Moi, je sais qu'avec les maîtres d'ouvrage, je pose directement la question. J'ai tendance à utiliser l'ARA, donc la partie auto-réhabilitation, telle, enfin, sous la forme d'un outil comme un autre. C'est-à-dire que si cet outil-là, il peut être mobilisé par les maîtres d'ouvrage, je le sollicite. Donc, je demande clairement si le maître d'ouvrage souhaite auto-réaliser une partie de son projet. Mais on est dans le cadre des études et de la conception. Et donc, dans ce cadre-là, notre responsabilité à nous, c'est la responsabilité du concepteur. Et le concepteur, il a tout, enfin, tout à fait le droit d'engager une, une responsabilité sur ses ouvrages, enfin, sur ses dessins, sur ses esquisses, etc. À ce titre-là, il n'y a pas de différence. À partir du moment où on commence à consulter les entreprises, notamment, euh, si parmi ces entreprises, certaines souhaitent faire de l'accompagnement, et si certains lots n'amènent pas une consultation d'entreprise, mais plutôt une autoréalisation totale, là, ça commence à devenir la limite du cadre existant de la responsabilité du maître d'œuvre. Donc, c'est là où ta question, elle est importante parce que si l'artisan qui répond à ce marché-là et qu'il utilise notamment des outils comme ceux qui sont à disposition dans le kit FEDAC, donc des devis types ou des lettres, etc., type d'information de son assureur, euh, on va dire le cadre classique de la prestation de maîtrise d'œuvre peut continuer à s'appliquer sans souci. Puisque, en fait, de ce fait de principe du report de responsabilité, encore une fois, le maître d'œuvre, quand il est présent sur un ouvrage qui est en train de se réaliser ou qui est en étude pour se réaliser et qui continue à rester dans cette cascade de responsabilité, on n'a pas de souci. La difficulté, ça va être au moment où il y aura ce lien vraiment quasi direct entre le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage, sans la présence du professionnel artisan notamment, qui soit n'encadre pas, soit n'est pas dans un lot accompagné, etc., etc. Et là, en fait, c'est là où le maître d'œuvre prend ce fameux risque dont je parlais tout à l'heure. Donc, Mhm. assumer ou pas, mais en tout cas, il faut le connaître, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, la garantie classique de la responsabilité du maître d'œuvre, elle peut quasiment, enfin, elle peut très facilement, et à ce jour, on ne connaît pas d'assurance qui a accepté de prendre le risque, donc elle peut ne pas être couverte. Voilà, elle peut ne pas être assurée. On sera sur, je ne sais plus les termes exacts parce que je ne suis pas du tout assureur et j'ai pas de connaissances particulières dans le monde du juridique, mais on est sur un défaut de couverture, quoi. C'est pas quelque chose qui est couvert, qui est pris en compte dans la garantie. Cet Donc, c'est pour accompagnement ça que direct. vous vous attelez à différencier les différents modèles de pratique parce qu'il y en a qui fonctionnent et d'autres, oui, il y a Voilà, il y en a des qui bandes à aujourd'hui appliquer. fonctionnent, c'est ça. Voilà. Aujourd'hui, certaines fonctionnent, puisque la pratique de l'accompagnement, quand il y a du professionnel, notamment sur chantier, en Mhm. fait, ça ne change rien. C'est-à-dire qu'on est toujours dans ce cadre de la cascade de responsabilité, donc ça ne change rien. Euh, mais dans le cadre où effectivement on rompt ce chaînage de retombées de responsabilité, on ne peut plus garantir la pratique. En tout cas, l'assureur ne peut plus, aujourd'hui, dans le cadre actuel, ne peut plus la garantir. Euh, Donc dans ta, ça fait des grosses différences, ouais. dans ta pratique, qu'est-ce que tu appliques le plus souvent comme modèle lorsque tu es face à une auto-rénovation accompagnée? Alors nous, on est sur une pratique hybride, c'est-à-dire qu'on a des maîtres d'ouvrage qui sont soit très impliqués, soit moyennement, soit peu impliqués, mais qui ont toujours la demande d'avoir une partie faite par entreprise. Et nous, on est dans ce cadre-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, les réhabilitations qu'on accompagne sont des réhabilitations qui sont aidées financièrement. Et donc, quand je dis aidées financièrement, c'est les aides de l'État, les aides du territoire, donc la ville, par exemple, les aides de la région, des éco-prêts, enfin voilà. Et en fait, ce fonctionnement-là de financement des travaux, qui sont donc des subventions, hein, on n'est plus sur du financement par prêt classique, on est vraiment sur des subventions qui changent beaucoup, beaucoup l'équilibre économique du projet, sont des dispositifs qui se basent exclusivement sur la présence d'artisans et d'artisans RGE. Et aujourd'hui, il n'existe pas de maître d'ouvrage autoproducteur RGE. Enfin, c'est vraiment un concept qui n'existe pas. Et donc, en fait, ces projets-là, nous, on est pour la quasi-totalité de nos projets sur des projets qui sont labellisés BBC. Donc, on a la présence d'un certificateur.
qui certifie les travaux et qui certifie que le projet, le programme, scénario de travaux choisi permet d'atteindre la performance BBC. Et donc ça, c'est quelque chose qui, contre-intuitivement, nous aide beaucoup parce qu'en fait, à partir du moment où on s'occupe et on s'intéresse aux résultats de la rénovation, eh bien, on arrête de regarder que les moyens pour y arriver. Donc, si tu veux, le système classique d'aide à la rénovation, les aides de l'État notamment, c'est on regarde les attestations RGE des entreprises, on regarde les devis des entreprises avec les matériaux utilisés, et puis après, terminé. Pas de contrôle sur chantier. On demande bien sûr, enfin l'État demande un envoi de facture, mais a priori, que la facture colle à ce qui a été fait ou pas moyen de le vérifier. Ça change beaucoup avec la certification BBC parce que lors de la certification, on a des visites de contrôle et on a surtout des tests. C'est-à-dire que la maison est testée. On vient vérifier son étanchéité à l'air notamment. Et ça change beaucoup la donne parce que quand on est, en tout cas sur notre projet, sur des projets qui sont aidés, euh, je parle de mon territoire, hein, sur Nantes Métropole, le projet va être aidé dans le cadre d'un projet BBC parce qu'il est BBC et parce que pour une fois, enfin moi c'est ce que je salue dans ce genre d'initiative, c'est pour une fois on s'occupe du résultat. Donc on s'occupe de regarder que le projet, vraiment à terme, ce qui a été fait, permet d'atteindre un niveau de performance. Et donc on s'occupe plus trop du moyen de l'atteindre. En tout cas, bien sûr qu'il faut qu'il y ait un minimum, notamment sur le territoire décide de leur façon de procéder, mais sur notre territoire, on demande qu'il y ait un minimum de travaux effectués par entreprise. Mais généralement, sur l'ensemble du programme, ça ne représente pas la majeure partie. En tout cas, il y a beaucoup de travaux qui peuvent tout à fait être réalisés en termes de coûts, je veux dire, de l'eau, euh, au-delà de ce montant imposé. Et donc, euh, du moment qu'on atteint cette performance, donc du coup, on met en œuvre, suivant un système constructif ou suivant les matériaux utilisés, etc., le résultat, la façon d'y arriver, ça peut être de l'autoréhabilitation. Et je sais que d'autres territoires le pratiquent aussi. Tu as mentionné Alter Alsace Énergie, qui est une association de chez vous, du Grand Est, et qui, eux, ont notamment œuvré à ce qu'il y ait des ateliers qui permettent que des maîtres d'ouvrage qui veulent autoproduire puissent le faire. Donc là, c'est des territoires qui s'engagent sur ce type d'outils, parce que l'ARA, moi, je considère que c'est un outil, hein, et qui considère qu'on peut obtenir, qu'on peut faire des rénovations aidées en faisant de l'autoproduction. Donc ça, c'est une grande chance, moi, je trouve, de commencer à regarder un peu les résultats, le, le final, quoi, je veux dire, ce qui est vraiment fait, plutôt que de ne s'occuper que des moyens d'y arriver. Et les attestations, les certifications RGE, pardon, c'est un moyen, c'est-à-dire qu'on s'assure de la qualité des travaux. En tout cas, l'État a choisi de s'assurer de la qualité des travaux uniquement via ces certifications-là. C'est différent comme moyen d'évaluer la qualité des travaux, quoi. Totalement, oui. Voilà. Avant de passer à quelques questions-réponses qui sont dans le chat, je voulais te poser une question plus ouverte. Quel avenir pour Lara, d'après toi? Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça Alors, veut dire? moi, je vais être un peu partie prenante, hein, mais moi, je pense qu'il y a un très, très grand avenir à l'ARA pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand on est dans, enfin, en tout cas, à mon sens, hein, mais c'est vraiment mon opinion, dans une telle urgence, moi, je considère qu'aujourd'hui, le patrimoine bâti, même sur notre territoire, juste le territoire français, c'est un patrimoine, en tout cas, qui est grandement déperditif et qui occasionne notamment des consommations d'énergie qui sont qu'on ne peut plus se permettre. Moi, c'est ce que j'estime. Et donc, quand on est face à cette urgence-là, alors moi, je me la place de façon haute, hein, cette urgence, mais il y a aussi des documents, notamment la France s'est engagée en 2050 à un certain objectif d'émissions de carbone. 2050, c'est dans 25 ans. Le rythme aujourd'hui de la réhabilitation, il est clairement pas au niveau attendu. Euh, et grandement, je me mets la première dedans parce que les professionnels s'en emparent pas.
Mais en tout cas, on est face à cette urgence de façon indéniable et je vois pas du tout comment on peut atteindre nos objectifs sans passer par l'ARA. Ça me semble impossible. Et ensuite, je pense que c'est un outil formidable pour permettre plein d'autres choses. Alors là, je vais en citer en vrac, mais notamment la participation du maître d'ouvrage à son projet, c'est un outil d'émancipation qui est énorme. C'est-à-dire qu'un maître d'ouvrage qui participe, il a conscience de ce qui se passe, il sait comment ses équipements vont fonctionner, il comprend les phénomènes, il va savoir maintenir son bâtiment en état. C'est bien sûr un levier financier indéniable, c'est-à-dire qu'il y a sans parler d'économie sur les projets, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément réduire le montant total d'un projet de rénovation, mais on va arriver à des niveaux de performance ou de confort ou de matériaux utilisés qui n'est pas comparable. Et puis, je me place aussi du point de vue des professionnels. Aujourd'hui, on est relativement peu à s'occuper de la réhabilitation. Ceux qui le font, donc moi, les artisans, enfin moi je me mets moi en tant que maître d'œuvre, mais les artisans, les architectes, les bureaux d'études sont dans un niveau de charge de travail qui est incroyable. Et c'est vrai que ça paraît pouvoir permettre de s'atteler à plus de projets que ça n'est le cas aujourd'hui. En tout cas, un sentiment. Je ne dis pas qu'on passe moins de temps en tant que concepteur sur un projet en ARA, mais je pense que ça permet d'ouvrir à un plus grand nombre. Et là, je vais un peu plus loin que le cas classique, mais je pense que notamment l'ARA, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Et en, en tout cas, dans l'autoconstruction, ça se fait beaucoup. Donc dans l'ARA, je pense que ça devrait pouvoir se faire aussi. Aujourd'hui, c'est pas spécialement représenté, mais je pense que c'est vraiment quand on parle d'avenir, c'est quelque chose vers lequel il faut regarder, vers quoi il faut regarder. Ça peut permettre de faire des ateliers en groupe, des projets en groupe, des chantiers en groupe, et donc de toucher à des rénovations qui sont plus collectives que ça n'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, en tout cas, dans le logement, dans l'habitat individuel, puisque c'est beaucoup le patrimoine qui est concerné, c'est un projet après l'autre. Donc, un ménage tout seul avec ses travaux, puis le voisin peut-être tout seul avec ses travaux, etc., etc., etc. Et c'est vrai que d'un point de vue même purement technique, donc moi je suis plutôt de ce côté-là, hein, je suis plutôt du côté du chantier et de la technique. Euh, ça paraît ne plus pouvoir se faire à très grande échelle. Et donc, on se retrouve notamment avec des aberrations où quand on pose un équipement, enfin, après avoir complètement repris l'enveloppe d'une maison, par exemple, et qu'on pose un équipement de production de chauffage, parfois il est tellement surdimensionné par rapport aux besoins qu'on comprend même plus pourquoi enfin, on le pose et donc on se dit, bon, là, la mutualisation, elle paraît évidente, quoi. Donc c'est refaire du collectif avec de l'individuel, hein, c'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, l'ARA, elle invite à ça. C'est-à-dire que quand on est en autoréhabilitation, on est souvent sur des mises en œuvre et des systèmes constructifs qui invitent à la participation. Donc pour tout ça, Et puis après, je pourrais parler du côté des artisans parce que souvent, c'est perçu comme un danger. En tout cas, la profession organisée, on va dire les interprofessions ou les représentations professionnelles, considèrent que l'ARA est un danger pour leur métier, puisqu'on se retrouverait avec du travail dissimulé ou bien de prendre une partie du travail qui aujourd'hui est assuré par des artisans. Moi, je pense au contraire que ça permettrait de créer des marchés nouveaux pour les artisans. Et pour ceux qui le pratiquent, en tout cas ceux qui pratiquent l'artisanat jusqu'à un âge assez avancé, c'est aussi une façon de reconsidérer son métier. C'est-à-dire que faire de l'accompagnement sur un projet, c'est d'un point de vue physique un peu moins sollicitant. Et donc ça permet, c'est des pistes qui sont étudiées, bien sûr que je dis ça parce que ça, c'est balayé par plusieurs études, mais ça permet d'être une piste d'évolution d'un métier de l'artisanat qui est dur physiquement, qui est très dur physiquement, qui sollicite beaucoup les corps. Et donc, on est souvent arrivé à une usure physique telle à un certain âge que c'est compliqué de continuer. Et donc, parmi les reconversions, ça paraît être une des voies. Donc voilà, tu vois, j'en ai cité quelques-unes. Pour moi, il y a beaucoup de choses à dire sur l'avenir de l'ARA, mais moi, je le crois sincèrement, ouais. Et pour revenir sur la prise de marché, justement, il y a des rapports de l'ADEME qui ont évoqué le fait que ce n'était pas un rapport concurrentiel, mais vraiment une Tout à plus-value fait. pour les artisans. Ouais, il y a une étude vraiment importante de l'ADEME, je vous invite à la lire,
Elle est disponible sur le site de la FEDAC notamment, qui s'intéresse aux impacts, aux retombées socio-économiques de l'ARA sur la cible de l'étude, c'est vraiment les artisans. Et, euh, et c'est très intéressant à lire, ouais. Ouais. Alors, on va laisser la parole à Guillaume de Copébat. Est-ce que vous pouvez allumer votre micro et poser vos questions? Vous en avez plusieurs. Ah, moi, j'entends pas du tout. Je sais pas si. Sinon, je les pose à sa place. Ok. Alors, première question de Guillaume. Est-ce que vous avez des non-contacts d'assureurs pour la décennale qui ont réellement validé ces documents? C'est une très bonne question. Moi, à mon niveau, non. On parle donc des documents du kit FEDAC pour Oui. des artisans qui souhaitent accompagner sur des projets, hein. Moi, à mon niveau, j'ai pas ces données-là. Je sais qu'il y a un travail de collecte qui a déjà été démarré, notamment par Raphaël Soulier, qui est un membre de la FEDAC et qui travaille beaucoup sur ces sujets-là. Donc c'est une bonne question que je peux tout à fait lui poser. Nous, on n'a pas de partenariat particulier avec des assureurs, hein. On n'est pas en lien quotidien avec des assureurs. Donc, ce travail du kit FEDAC, il avait été fait à l'époque avec une juriste. On n'avait pas eu le concours, la participation d'un assureur à cette époque-là. Donc, je me note cette question dans un coin de ma tête. Si j'arrive à trouver la réponse, je peux tout à fait vous la partager. Alors, j'avais la réponse de Raphaël Soulier, justement, qui disait que Ouais. c'était pas propre aux assureurs, mais à l'individu qui est derrière l'assurance. Donc, on ne pouvait pas dire cette assurance fonctionne, mais c'est vraiment selon l'échange qu'on a et l'interlocuteur. Oui, oui, ça fait tout à fait partie de la réponse. Après, je sais qu'il y a des compagnies d'assurance qui ont une appétence plus ou moins forte et donc qui notamment auraient inscrit dans leur politique, alors forcément qui ne sera pas publié, hein, on ne pourra pas y avoir accès, mais de ne pas accompagner du tout de professionnels sur cette pratique-là. Donc ça fait partie des choses qui, à mon sens, seraient à combattre, c'est-à-dire notamment si on voit qu'un motif refusé, enfin une demande refusée de couverture de garantie sur un projet en enfin, en ARA n'est pas valable, si le motif n'est pas justifié, enfin qu'il y a aucune raison autre que la personne elle-même qui refuse. À mon sens, ça serait à poursuivre un peu plus loin et donc notamment à prendre la peine d'aller enfin, auprès d'une juridiction, quoi. Mais ça n'existe pas encore. Il n'y a pas de jurisprudence là-dessus. Suite à des refus, généralement, bah, les personnes changent d'assurance, quoi. Enfin, ou vont voir ailleurs, ou font le projet de toute façon. Enfin, c'est pour ça que le sujet, pour l'instant, il en est à ce stade-là. Alors, par la suite, on avait une question de Pierre-Antoine. Est-ce que tu peux allumer ton micro? Pierre-Antoine ne répond pas, donc je vais poser la question à sa place. Dans la même veine, est-ce que les banques sont globalement OK avec l'ARA? Lorsqu'il est question d'emprunt, y a-t-il des limites? Alors, globalement, je peux pas dire que globalement elles sont d'accord ou pas d'accord. C'est euh, le, le- en tout cas le prêt bancaire pour des travaux. Donc, on est sur ce cadre-là et c'est un prêt qui est plutôt assimilé à un prêt à la consommation. En tout cas, quand il fait pas partie d'un achat immobilier, sinon on est plutôt dans le cadre du prêt immobilier. Et donc le prêt pour travaux, encore une fois, j'ai une connaissance des banques assez limitée, hein. Je suis moi-même pas banquière. Il est pas assujetti spécialement à la présence de professionnels. En tout cas, on peut tout à fait présenter des factures de matériaux. C'est finançable par un prêt de travaux, j'entends, hein. Donc un prêt plutôt type consommation. Maintenant, des ouvrages d'autoconstruction, donc dans lesquels on va demander en fait un prêt immobilier qui comprend la partie construction. Là, c'est très différent. Et donc, sur ces cadres-là, certaines banques ont émis des règles, pareil, hein, qui ne sont pas publiées, donc on ne peut pas aller vérifier euh, librement les conditions. Mais ces règles tacites sont plutôt de l'ordre que de
grosses œuvres, donc tout ce qui est parois porteuses, tout ce qui est couverture, tout ce qui va être étanchéité à l'eau, à l'air, hem, qui doivent être assurées par l'entreprise. Et donc ça laisse effectivement la discrétion parfois de se dire, bah, certains lots, peuvent être en autoconstruction, d'autres non. Mais il y a pas de règle générale du tout. Enfin, en tout cas, heu, moi, à ce jour, j'ai pas connaissance d'un organisme bancaire qui dit interdiction à l'ARA ou à l'ACA et puis, au contraire, un autre qui dirait, autorisation totale à l'ARA, à l'ACA. Donc c'est Ah, un peu une réponse de Normand parce que c'est à la discrétion de la personne que vous allez rencontrer et de la façon dont vous allez présenter le projet. C'est vrai que nous, on est, assez peu sur ces sujets-là puisque comme je le redis, enfin, bien sûr on s'y intéresse, c'est que c'est le nerf de la guerre, mais on est vraiment une fédération qui accompagne les professionnels, donc les artisans, les architectes et cetera et donc dès qu'il y a présence de professionnels, on sort de ce cadre-là de l'autoproduction, autonome, totale, quoi. petite précision sur l'ACA, autoconstruction accompagnée. Pardon, oui, oui, Pas de pardon. souci, je le fais. Ouais. La question suivante de Clément. Est-ce qu'il est possible d'activer votre son? Ah bah, décidément. Ben, je continue la question. Alors, Si, je suis bonjour là, pardon, Marie. excusez-moi. Ah, super. Ah! Bah, voilà. Merci. Bonjour à toutes les deux, bonjour Marie. Bonjour. Je suis architecte et artisan. J'ai fait pas mal d'accompagnement à l'autoconstruction, surtout dans le cadre d'urbanisme transitoire et de missions plutôt de l'ordre de enfin, qui n'intervenaient pas dans le cadre de maîtrise d'œuvre et d'architecture justement, D'accord. enfin de mission d'architecte. Et je suis en L'espace train de passer bâti, ma quoi, tu veux HMO, dire? où, enfin plutôt, on fait pas mal d'aménagement, d'agencement et Ouais, après de l'espace public. d'accord, Donc OK, deux échelles un peu différentes, mais d'accord. pas de décennale particulièrement. Ouais, Et aussi dans le cadre de missions d'archi, mais ça n'a pas été un problème jusque-là. ouais, Et ouais. là, je passe ma HMO et, bon, et entre parenthèses, j'écris mon mémoire sur le chantier participatif comme un outil qui permet de répondre au code de déontologie des architectes, D'accord. Ah bah, c'est notamment dans bien, le ça va cadre. ajouter du grain à moudre au conseil de l'ordre, ça. On aimerait bien. Non, et notamment du coup dans le cadre des ERP, qui étant justement bah, l'idée de fédérer, de construire ensemble, pour moi, elle a particulièrement du sens quand il s'agit Oui, d'ouvrages communs et donc bien sûr. de public, Ouais, enfin, plus que bah, beaucoup de choses que tu as présentées et sur lesquelles il y a beaucoup d'avancées et c'est grâce à la FEDAC et à plein d'acteurs, mais voilà, je m'appuie beaucoup sur la FEDAC et mais je me demandais quelle expérience toi tu avais sur des missions dans le cadre de marchés publics, d'accompagnement à l'autoréhabilitation ou à l'autoconstruction. ouais. Alors, dans le cadre de marché public, alors moi, à titre personnel, j'en ai pas du tout. Je suis vraiment exclusivement sur du marché privé. Mais à la FEDAC, on a notamment, eu plusieurs témoignages et parmi le conseil collégial d'ailleurs, parce que oui, je l'ai pas expliqué, mais la FEDAC, elle est, organisée autour d'un conseil collégial. Donc, c'est un fonctionnement associatif, qui diffère un peu du traditionnel président, coprésident, secrétariat et cetera. Et donc dans ce collège, de la FEDAC, il existe enfin, il y a, Mélia, Delplan qui travaille beaucoup sur ces questions d'espace public, dans le cadre de marchés publics, du coup. Et qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, je pense, à raconter là-dessus. Donc, je vais peut-être te donner ou lui proposer d'échanger avec toi, pour en savoir plus. Mais dans les témoignages qu'on a, en fait, dans le cas de marché public, il existe, des situations où la collectivité, par exemple, crée elle-même le marché qui concerne l'accompagnement. Alors là, je m'explique. C'est un peu comme, donc dans la réhabilitation, on connaît ça, très bien quand on parle de réhabilitation, accompagnée, de publics très précaires, et qui sont notamment, accompagnés par des associations et je pense à l'association la plus importante qui sont les Compagnons bâtisseurs, qui existent sur plusieurs territoires en France et qui, à la demande, du maître d'ouvrage, donc souvent le bailleur, va accompagner les maîtres d'ouvrage, les locataires, dans des travaux. Et ça, en fait, c'est un marché spécifique. Et donc, en fait, on ne répond pas spécialement à un marché en tant que professionnel, on répond à ce marché d'accompagnement.
Alors, je ne sais pas si ça répond un peu à ta question, mais je sais que ça existe et que des collectivités s'emparent de ce sujet-là pour notamment créer des marchés spécifiques d'édification d'ouvrages ou de chantiers divers dans lesquels figurent ces marchés spécifiques d'accompagnement. Alors, ça peut prendre plein de formes, mais c'est vrai que, en fait, c'est souvent effectivement des chantiers participatifs, hein, donc sujet que tu connais bien. Et ces chantiers participatifs-là, ils ont du coup un cadre très, très spécifique donné par la collectivité, quoi. Et dans ce cadre-là, l'ARA, la CAF, enfin peu importe, s'insère très bien, puisque le marché précise que le projet sera encadré par un professionnel qui sera présent justement pour faire du conseil ou de l'accompagnement ou de la démonstration de techniques. Et donc, c'est vraiment très, très adapté quoi, à ce type de projet. Sinon, dans des projets plus classiques, on va dire, où le maître d'ouvrage n'est pas spécialement sensibilisé à ça, j'ai pas d'exemple très précis à te donner. Donc, dans ce cas-là, je t'orienterai plutôt vers Mélia, qui, elle, a fait plusieurs projets, effectivement, où les collectivités, elle a elle-même fait ce travail de sensibilisation. Et effectivement, le projet, je pense que ça s'est fait avec de l'ARA ou de l'ACA parce qu'elle a fait ce travail-là. C'est bon pour Clément. On peut passer à la question suivante qui est encore de Guillaume. Donc, au niveau des aides de l'État, si dans les lots RGE portés et accompagnés par des entreprises RGE, il y a de l'ARA, est-ce que ça bloque au niveau des aides ou bien non? Alors, à ma connaissance, non, ça ne bloque pas. Justement, c'est un des sujets. Alors, l'ARA, dans le cadre des projets aidés, financièrement, j'entends, on va toujours avoir un dialogue avec ce qu'on appelle l'ANA, donc l'Agence nationale de l'habitat. C'est l'ANA qui distribue les aides à la rénovation. Et c'est via l'ANA que tous ces dispositifs d'aide ont été créés. Donc, en fait, le sujet de l'ARA, c'est un sujet qui préoccupe l'ANA. Notamment, il y a une personne à l'ANA qui s'appelle Quentin, Ami Prudhomme, je crois son nom de famille, et qui est une personne c'est le monsieur ARA de l'ANA. Donc, il est régulièrement sollicité, il intervient parfois. Et la dernière mouture des aides à la rénovation, donc aujourd'hui, les aides à la rénovation s'appellent MaPrimeRénov' depuis quelques années déjà, mais depuis 2024, il y a une mouture de MaPrimeRénov' qui a été proposée. Et cette mouture-là, elle propose de l'ARA. C'est-à-dire qu'elle dit, alors c'est très flou, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas de guide très précis de comment on fait de l'ARA pour bénéficier des aides de l'État, mais elle décrit dans son guide des aides la possibilité de passer une partie de son projet en ARA. Et notamment, depuis 2024, les aides MaPrimeRénov' sur certains projets. Alors, en réalité, moi, je pense que la plupart des projets sont amenés à utiliser cette modalité de l'aide. C'est ce qu'on appelle le parcours accompagné, c'est-à-dire qu'on va bientôt, enfin progressivement, l'État va arrêter d'aider les gestes isolés de rénovation énergétique. Et donc va s'intéresser, et elle le fait déjà beaucoup, et c'est ce qui est en train de se passer, progressivement à des rénovations globales, d'ampleur, etc., etc. Donc avec plusieurs lots de travaux. Et donc dans ce cadre-là, l'État exige que le projet soit accompagné et que le maître d'ouvrage contracte une mission particulière qu'on appelle une mission MAR. Donc MAR, encore un acronyme qui veut dire Mon accompagnateur rénove. Et ce MAR, cette personne, a dans ses missions en tout cas, la possibilité de proposer des missions de conseil pour l'ARA. Et ça, c'est spécifiquement écrit, en tout cas depuis 2024. On a dans les guides de l'ADEME, dans les guides de l'ANA, on a la mention de l'ARA qui apparaît dans les textes, en fait. Maintenant, ça paraît compliqué de dire que l'ANA ne veut plus, ne veut pas accompagner quand il y a de l'ARA. C'est une chose, mais que je dis là, mais qui, en fait, techniquement sur le terrain, on n'a pas de conseils, hein. On n'a pas de modus operandi de comment on présente un projet pour qu'il soit financé, même s'il y a de l'ARA. Donc, en fait, on le fait, c'est-à-dire qu'on indique la partie ARA du projet. Notamment, je décrivais tout à l'heure le cas de projets qui vont un peu plus loin que des projets financés par l'État et qui notamment s'intéressent à la question de la labellisation.
Dans ces cas-là, en fait, on détaille la partie qui est faite par entreprise, la partie qui est faite par le maître d'ouvrage. Et donc, dans la partie qui est faite par entreprise, c'est ce que tu décrivais très bien dans ta question, c'est-à-dire que le RGE est obligatoire, etc., etc. Et donc, si l'entrepreneur utilise des documents types comme ceux du kit FEDAC, il peut tout à fait, tout en ayant son certificat RGE, présenter dans son devis ou dans sa facture la partie qui est faite par le maître d'ouvrage et sa partie à lui. Il y a notamment très souvent la fourniture du matériel qui est faite par le professionnel. Et donc là, en fait, on voit très nettement apparaître sur les devis ou les factures la mention de l'ARA. À ce jour, moi, j'ai pas encore eu de remontée, mais encore une fois, le dispositif d'aide 2024, il a été publié en janvier, mais on commence à voir les premières retombées que maintenant, puisque les dossiers ont mis un certain temps à pouvoir se monter, un certain temps à pouvoir être mis sur la plateforme, etc., etc. Donc c'est très, très, très faible comme recul. Mais à ce jour, on n'a pas eu de blocage total lié à la participation de l'ARA. Alors bien sûr, ce que je vous dis, c'est qu'on n'a jamais présenté de projet avec une auto-réhabilitation totalement enfin, autonome et donc totale sur l'intégralité des lots, etc. Puisque moi, dans le contexte de la FEDAC, mais même dans mon contexte professionnel, il y a toujours présence d'un professionnel. C'est à ça qu'on est confronté. Donc, j'ai pas de cas précis d'une autoconstruction, enfin, d'une auto-réhabilitation pour le coup totalement autonome et qui a bénéficié des aides de l'État. Ça, je pourrais pas vous le donner. Et j'aimerais ajouter qu'il y a une instruction qui date maintenant de 2015 qui proposait de faire des prestations à 300 € la journée pendant 40 jours et que ce soit subventionné. Oui, alors en fait, oui, c'est vrai que j'ai pas reparlé des anciens dispositifs. Ouais. Il y a eu l'ANA. L'ANA a mis en place des dispositifs d'ARA Mhm. sur plusieurs territoires. Alors l'ANA, c'est territorialisé aussi. Il y a l'ANA nationale, mais il y a aussi sur chaque département une antenne ANA qui elle-même applique sa propre politique. Enfin, en tout cas, on voit, on se rend compte qu'il y a des disparités d'application des directives nationales suivant les territoires. Donc c'est pour ça que je mets des guillemets. Mais effectivement, il y a certains territoires dans lesquels l'ANA a encouragé des projets d'ARA et a notamment mis en place une charte particulière. Donc, on peut encore trouver ces documents. Alors, malheureusement, nous, les remontées, en tout cas, ces documents qui datent de 2015, nous, les remontées qu'on a, c'est que récemment, ils étaient plus, enfin, ils n'étaient pas plus acceptés, mais il y avait très, très peu d'initiatives qui étaient tentées. Donc, je crois qu'on a un peu moins d'une dizaine d'expériences comme ça sur le territoire. C'était quand même assez anecdotique, on va dire. Mais depuis, moi, voilà, ce que je vous évoquais tout à l'heure, c'était plutôt la parution depuis 2024 des nouvelles aides MaPrimeRénov', qui sont bien sûr des aides de l'ANA, et qui, elles, font mention d'ARA de façon très, très claire dans les documents, quoi. Encore une fois, sans méthodologie particulière, hein. Alors, je suis désolée, on va devoir clôturer ce webinaire. Il y a des questions qui n'ont pas été répondues, mais voilà, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Merci d'avoir participé et il sera rediffusé sur YouTube. Et je vous souhaite plein d'accompagnement à la rénovation. Voilà, bonne continuation. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir.